donc je me présente, Stéphane Moutard, ingénieur chargé de valorisation au pôle innovation de Novachim. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire. Je vous remercie de vous être inscrits. Donc ce webinaire, c'est le premier d'un cycle de webinaires sur le thème des rendez-vous avec la recherche et l'innovation, qui a pour objectif de faire découvrir les savoir-faire et les réalisations d'un laboratoire de recherche régional de notre filière, donc chimie et matériaux. Donc aujourd'hui est mis à l'honneur le département IMMF, ingénierie moléculaire et matériaux fonctionnels, hébergé au sein de l'Institut CINAM, le Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille, avec la participation donc, de la SAD Sud-Est, l'accélérateur du transfert de technologies entre la recherche académique et les entreprises, qui vous présentera également ses activités et le lien avec le labo. Donc, en deux mots, juste pour présenter Novachim, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc anciennement connu sous le nom CRIT Chimie et Matériaux. Le pôle innovation de Novachim, c'est un réseau de laboratoires et d'entreprises de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et encore plus de la région, et même de la région Méditerranée, qui existe depuis 35 ans, qui possède environ 200 membres. Donc notre mission, c'est d'assurer le développement économique des entreprises que nous accompagnons à travers l'innovation, le développement des compétences et la maîtrise des réglementations. Donc Novachim est historiquement adossé à la filière chimie et matériaux avec le soutien de France Chimie Méditerranée. Novachim est également soutenu par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Industrie. Nous sommes labellisés donc CDT, Cellule de diffusion technologique, pour le rôle d'interface entre les entreprises et les centres de compétences académiques et publics tels que les laboratoires de recherche, les centres techniques et les instituts universitaires de formation. Donc aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui consacré donc à la présentation du laboratoire du département donc IMMF. Je présente rapidement le programme. Donc d'abord une présentation de l'institut, le CINAM, qui sera faite donc par le professeur Jean-Manuel Raimondo, donc directeur du département ingénierie moléculaire et matériaux fonctionnels. Donc le professeur Raimondo présentera d'abord l'institut, le CINAM, les plateformes technologiques, puis son laboratoire, le département IMMF, et ses activités de recherche, donc, qui sont à l'interface de la chimie, de la physique et de la biologie, et l'insertion de ces activités dans les défis sociétaux avec des applications énergie, environnement et santé. Avec quelques exemples de projets collaboratifs donc, pour illustrer ce lien avec le monde socio-économique. Puis Marie Feuerstein présentera donc, les activités de la SAD Sud-Est, l'accélérateur de transfert de technologies entre les entreprises et les laboratoires, avec donc des exemples de projets en lien avec le département IMMF. Voilà, avant de commencer le webinaire, juste quelques rappels de consignes auxquels vous devez être habitués maintenant. Donc, merci de couper vos micros et vidéos pendant le temps de la présentation. Un temps d'échange spécifique sera prévu donc, en fin de chaque présentation et en fin de webinaire, mais vous pouvez poser vos questions via le chat pendant les présentations et je les relayerai à la fin. Enfin, donc, si personne s'y oppose, le webinaire sera enregistré et sera disponible sur notre site internet d'ici quelques jours. Voilà, donc sans transition, je laisse la parole au professeur Raimondo pour présenter le CINAM et le département IMMF. Merci. Bon webinaire. Alors, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. C'est parfait, Jean-Manuel. Très bien. Tout d'abord, je remercie Novachim à travers Stéphane Moutard et puis Patrice Aguirredi de m'avoir convié
à ce webinaire qui va permettre de présenter un petit peu les activités réalisées au sein du département d'ingénierie moléculaire matériaux-fonctionnels, donc IMMF, donc, qui est un département du CINAM, Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille. Alors, comme on voit dans le titre ici, eh bien, le département d'ingénierie moléculaire, il y a un certain nombre de mots-clés qui sont l'ADN de ce département et également du laboratoire. Donc, on a l'ingénierie, donc molécules, donc on synthétise ici un certain nombre de molécules à destination de la réalisation de matériaux fonctionnels pour un certain nombre d'applications, et ceci à l'interface de la chimie, de la physique et de la biologie, d'où le terme interdisciplinaire. Alors, si on fait un petit focus d'abord sur le CINAM, donc le Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille, eh bien, c'est une unité mixte AMU-CNRS et auquel est associée la plateforme de nanofabrication Planète. Le Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille a été créé en 2008, donc suite à la fusion d'un certain nombre de laboratoires existants, et présente donc 5 départements, donc le département IMMF, le département NM, nanomatériaux, un département SSP qui est source et sonde ponctuelle, le département PIV, donc physique et ingénierie pour le vivant, et le dernier département théorie, simulation et numérique, TSN. Donc on est localisé sur le campus scientifique de Lumini, et le laboratoire est localisé sur différents bâtiments. Donc, le premier bâtiment initial donc, qui a été créé et construit à la fin des années 70, dans lequel on retrouve actuellement les départements NM, SSP et TSN. Et puis, il y a, depuis fin 2018, le département PIV et IMMF se retrouve dans un bâtiment qui a été réhabilité depuis fin 2018. Et à côté, donc, il y a la plateforme Planète qui a été inaugurée en 2009 et qui est une centrale technologique régionale de proximité, donc au niveau de la région PACA, au même titre que les centrales du Créatech et Nanotechmat, qui est adossé donc, respectivement au CREA et au laboratoire IM2NP. Depuis 2021 également, donc, il s'est créé un certain nombre d'instituts, d'établissements donc, au niveau de l'AMU. Et à ce titre, en janvier 2021, eh bien, s'est créé, ou a été créé, l'Institut de matériaux avancés et nanotechnologie AMUTEC, dont le directeur est Pierre Muller, qui est également le directeur du CINAM. Alors, qu'est-ce que c'est qu'AMUTEC? D'une façon très très simple, simplement un regroupement d'unités de recherche. Et si on regarde ces unités de recherche, elles comprennent pour AMUTEC laboratoire Fresnel, l'ICR, l'IM2NP, l'ISM2, le MADIREL, le PIM, le CINAM, le CPT et le P3. Et donc, on se rend compte aussi que dans cet institut AMUTEC, on retrouve la majorité des chimistes de l'ère marseillaise. Donc, donc après, on retrouve un certain nombre de données, donc environ 290, enfin plus de 290 étudiants en master, plus de 80 étudiants au doctorat. Il y a également un certain nombre de partenaires industriels, une quinzaine, et on a ici un institut qui est déployé sur 5 composantes, à la fois sur Marseille et dans la région de d'Aix. Alors, si on regarde maintenant plus en détail IMMF, qu'est-ce qu'on fait, nous, au niveau du département IMMF? C'est un département de chimie sur lequel on va faire du design, de la conception, de la synthèse et de caractérisation à la fois de petites structures moléculaires, mais également de polymères et des structures un peu plus complexes que sont des dendrimères. À côté de ces structures moléculaires organiques, on va retrouver également des structures inorganiques, donc sous la forme notamment de nanoparticules ou sous d'autres formes.
Également, ces nanoparticules peuvent être organiques. Donc, c'est le cas si on prend les dendrimères. Hein, ce sont des structures qui ont une forme sphérique et qui ont donc la particularité d'avoir des propriétés spécifiques qui peuvent se rapprocher de nanoparticules. Et puis, il y a quelque chose qui est un point fort au niveau du CINAM et du département, c'est tout ce qui concerne la chimie de surface et tous les phénomènes qui se passent au niveau des surfaces et interfaces. Donc il y a un triptyque ici au niveau du département, donc chimie, physique et biologie, sur lesquels on va s'intéresser à des phénomènes liés à l'optique, à la photonique, à l'électronique moléculaire au sens large. Et puis le dernier pilier du département, c'est tous les projets qui sont à l'interface entre la santé, la biologie, donc regroupés sous le terme de nanobiosciences et puis de chimie médicinale. L'ensemble des projets développés donc, au niveau du département sont directement en lien avec les défis sociétaux en rapport avec l'énergie, l'environnement et puis la santé. Or, IMMF est un laboratoire donc, riche en savoir-faire et compétences. Donc, il est constitué d'hommes et de femmes avec des compétences variées et complémentaires, à la fois en chimie et en matériaux, et chimie des matériaux, puisqu'on retrouve au niveau des départements donc, des chimistes organiciens, des chimistes inorganiciens, des spécialistes de chimie médicinale, des physico-chimistes, des photophysiciens, donc ce qui fait également toute la richesse du département pour pouvoir aller travailler sur les différents projets aux interfaces chimie, physique et biologie. Le laboratoire a un savoir-faire au niveau moléculaire, au niveau de la synthèse. Il développe aussi un certain nombre de concepts innovants à travers donc, les structures qui sont développées, que ce soit des structures moléculaires, mais également sous la forme d'édifices supramoléculaires. Et puis, on peut également réaliser des systèmes hybrides, organiques-inorganiques, qui viennent complémenter un petit peu cette chimie et qui est importante au niveau des matériaux. Donc, il existe un savoir-faire propre au laboratoire. Donc, je vous montrerai un certain nombre d'exemples tout à l'heure à travers des structures qui sont développées au sein du IMMF et qui ont apporté également un intérêt à la fois en biologie, en chimie et puis également sur des aspects physiques, optiques, électroniques. Alors, on ne fait pas uniquement que de la synthèse, on vient aussi étudier l'ensemble des propriétés d'une telle façon à nous amener à la réalisation de dispositifs qui peuvent avoir un intérêt pour la société. Et donc, afin de pouvoir avoir une application ultime. Donc, on a une bonne insertion à travers ce savoir-faire et compétences dans les différents défis sociétaux, donc comme je l'ai mentionné au niveau de l'énergie, l'environnement et la santé, et ça se traduit par l'obtention d'un certain nombre de contrats, donc de type ANR, européen, des contrats régionaux, des contrats aussi Amidex, des FUI, donc toutes sources de financement qui permettent de développer ce savoir-faire et ces compétences. Et puis également, d'où l'intervention également de Marie Feuerstein, un axe de valorisation grâce au support de la SAP Sud-Est, avec qui on a un lien fort et pour lequel je montrerai un ou deux exemples au cours de cette présentation. Alors, quelques chiffres. Donc, ce sont des chiffres qui sont pris donc, de la dernière évaluation HERS. Donc, le département est constitué de 12 enseignants-chercheurs, donc 7 chercheurs CNRS, un ingénieur de recherche et un ITA CNRS, et puis environ une vingtaine de non-permanents hors stagiaires. Donc, ce qui fait donc un département d'environ une quarantaine de personnes. Donc, on a une production scientifique donc, qui
atteint environ 200 articles par an, avec des articles de rang A, aussi des articles de vulgarisation, et puis un certain nombre d'articles en commun avec les autres départements de IMEBEF, compte tenu des projets qui sont développés. Donc on a eu un certain nombre de contrats scientifiques, qui proviennent soit des contrats ANR, donc propres au département, mais également des contrats ANR interdépartements, lorsque ce sont des projets aux interfaces, des projets de fonds d'investissement, également des projets régions, CNRS, l'ASAT aussi, qui nous a financé et qui finance également un certain nombre de projets en maturation et également en comaturation. Et puis quelques contrats industriels. Les activités de recherche sont également montrées à l'extérieur à travers un certain nombre de conférences scientifiques au niveau international. Ça représente environ 75% des communications à l'extérieur, des activités du département IMEF. C'est un réseau de collaboration aussi, donc il y a des collaborations qui se font en interne, entre les différents départements du CINAM, mais également entre différents laboratoires de l'aire marseillaise, et puis également un certain nombre de contrats à l'international sur lesquels on peut voir ici quelques-unes de ces collaborations qui sont réparties à la fois sur les continents américains, européens et puis asiatiques. Donc on a ici un réseau de collaboration qui est également dense. Alors le département également, c'est un environnement de travail unique. Le département fait partie d'un bâtiment qui a été réhabilité depuis 2018, pour lequel on a un certain nombre de laboratoires expérimentaux aux normes. Également, on dispose pour l'analyse et la caractérisation des structures moléculaires organiques, inorganiques, mais également des matériaux d'un certain nombre d'équipements, notamment un spectro-RMN 400 MHz. On a également un service de physico-chimie sur lequel on retrouve un certain nombre d'équipements qui sont mis à disposition pour l'ensemble du personnel du CINAM. On a également dans les différentes équipes constituant le département un certain nombre d'équipements spécifiques, par exemple micro-ondes, de l'électrochimie, des HPLC, LCMS, Malditoff, des systèmes de mesure électrique et de caractérisation photovoltaïque, et puis également une boîte à gants dont vous voyez l'image à l'écran. À côté de cet environnement, on dispose aussi à travers le CINAM de plusieurs plateformes qui viennent aider à la caractérisation des objets et des matériaux qui sont développés au niveau du département. Donc on a une plateforme de microscopie électronique. On a également une plateforme de microscopie à champ proche. On a également une plateforme de diffraction des rayons X, et puis une plateforme PIALA, donc plateforme laser également, donc une plateforme entre le laboratoire CINAM et l'ULP3. Et puis, comme j'avais mentionné au départ, la plateforme technologique de nanofabrication, la NET, ainsi qu'un nombre de services d'appui à la recherche, présents au niveau du centre CINAM, à la fois services d'appui administratif, de gestion, des services d'appui mécanique, électronique, instrumental, parmi d'autres. Et à côté de ça aussi, pour des analyses spécifiques, on fait appel également au Spectropôle de Marseille, qui est localisé sur le campus de Saint-Jérôme. Donc on a à disposition ici un certain nombre de méthodes et de techniques qui permettent vraiment d'aller caractériser depuis la synthèse de la molécule organique ou inorganique jusqu'à l'élaboration du matériau.
et voire du dispositif. Alors, simplement, je mentionne ici quelques faits importants donc, qui caractérisent le département IMMF. Donc, il est difficile de choisir des exemples, puisque compte tenu de l'activité qui est menée, mais ça va permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui est possible d'être fait, qu'est-ce qu'on fait au niveau du département IMMF. Eh bien, on réalise la synthèse de nouvelles classes de chromophores. Donc, ce sont des molécules à propriétés optiques, donc soit d'absorption, soit d'émission, qui peuvent être exaltées à la fois dans le domaine du visible ou également dans le domaine du branche infrarouge, que ce soit à l'état solide ou en solution, et qui sont d'un intérêt pour un certain nombre d'applications que je pourrais mentionner par la suite. On a également un certain nombre d'activités qui sont à l'interface avec la biologie. Donc, on développe et on conçoit un certain nombre de vecteurs ou de nanovecteurs biocompatibles qui peuvent être également biodégradables, donc sous différentes conditions, soit par voie enzymatique, par voie photonique, etc. Donc, ce sont des systèmes dits intelligents et polyfonctionnels, donc ce qui permet aussi de générer des outils de theranostic, donc qui permettent de véhiculer donc, des médicaments ou alors donc, des acides nucléiques, donc à la fois in vitro et in vivo, et qui sont réalisés à partir de dendrimères ou de structures amphiphiles qui vont s'auto-organiser en solution. Sur l'aspect inorganique, eh bien, on synthétise donc un certain nombre de nanoparticules à la fois métalliques ou d'oxydes métalliques, avec des formes et des tailles variées, sur lesquelles on peut greffer, modifier leur surface avec des structures organiques qui vont améliorer les propriétés, donc, notamment photovoltaïques, dans le cadre de développement de cellules solaires organiques. Des activités sont mises à profit aussi dans le domaine de capteurs ou biocapteurs, que ce soit des capteurs optiques ou alors des capteurs électroniques, donc basés sur des modifications des propriétés d'absorption ou de fluorescence, sur une modification des propriétés redox, et puis la réalisation également de transistors à effet de champ, donc, ce qui permet aussi de miniaturiser ces capteurs, de pouvoir après les insérer dans des dispositifs, voire de les implanter au niveau du corps si c'est pour des applications médicales. Et donc à ce titre, on a réussi à développer un certain nombre de capteurs qui sont spécifiques et ultra sensibles, avec des limites de détection pour un certain nombre d'analytes qui va jusqu'à la femtomol. Et donc ça permet également de réaliser un certain nombre de dispositifs multi-adressables, donc sur lesquels on peut combiner à la fois des propriétés électriques et optiques dans le but de ces systèmes de détection. Et puis, bien sûr, pour réaliser l'ensemble de ces dispositifs aussi, eh bien, il va falloir déposer les structures synthétisées, qu'elles soient organiques ou inorganiques, afin de pouvoir contrôler également le dépôt et l'organisation, puisque ça va être, ou ça va conditionner les propriétés ultimes du matériau. Et donc, on va pouvoir faire des dépôts sous ultravide ou alors des dépôts en solution sur des surfaces métalliques ou isolantes, avec l'utilisation de systèmes ou de structures aromatiques dites pi conjuguées, qui peuvent avoir des propriétés chirales ou non chirales, donc ce qui permettrait sur les molécules chirales de faire par exemple des surfaces chirales et être utilisées dans des applications de catalyse chirale. Alors, au niveau donc, du savoir-faire et des compétences de l'IMMF, eh bien, comme je l'ai déjà mentionné, on est capable de synthétiser donc, tout un arsenal de molécules
de macromolécules organiques, mais également des nanoparticules organiques et inorganiques. Donc, on va synthétiser des structures généralement aromatiques, mais pas uniquement, donc, dont l'objectif sera de contrôler notamment leur organisation, soit à l'état solide, soit sur une surface, soit en solution, ou bien, encore une fois, aux interfaces. Donc, à partir de là, on va étudier tout un ensemble de propriétés, donc que ce soit des propriétés optiques, des propriétés magnétiques, électriques, voire des propriétés biologiques en fonction de l'application qui va être faite de ces structures, et ceci en solution ou bien encore à l'état solide. Donc la réalisation de ces assemblages peut se faire par différentes méthodes. On peut utiliser soit des méthodes dites ascendantes, soit des méthodes descendantes, et qui vont utiliser des méthodes et des équipements spécifiques, donc avec des dépôts ultra vides, l'utilisation de dépôts en solution, notamment la réalisation de monocouches auto-assemblées, donc pour faire des revêtements spécifiques. Donc on va avoir ici la formation de films minces. Donc on va pouvoir contrôler l'orientation de ces dépôts, et ce qui va permettre notamment de pouvoir contrôler l'état de surface, changer les niveaux d'énergie des surfaces, si on veut les utiliser comme électrodes, ou comme système d'injection d'électrons ou de trous. On peut également réaliser donc des modifications donc 2D ou en 3 dimensions en fonction de ce qu'on recherche à faire. On peut réaliser également des dépôts mécaniques et tout un tas d'auto-assemblages en solution, notamment sur des structures ou à partir de structures amphiphiles. Alors ça, c'est bien important puisque l'ensemble des propriétés qui découlent des structures moléculaires dépendent fortement de leur organisation, soit à l'état solide, soit en solution, et vont conditionner les propriétés derrière. Alors, je vais présenter simplement quelques exemples. La liste est loin d'être exhaustive. Bon, ce qui peut vous permettre de donner un aperçu de ce qui est fait. Donc, on développe un certain nombre de structures chirales de type ici nanographène. Donc, vous avez une structure qui est représentée ici. On a également développé des structures planes ou pas planes, donc ayant un ensemble de structures aromatiques. Donc, ces dernières peuvent avoir des propriétés optiques qui peuvent être modulées en fonction de ce qu'on veut faire et atteindre des absorptions qui peuvent être dans le proche infrarouge. Ces modifications des propriétés optiques peuvent être effectuées par des phénomènes d'agrégation, donc sur lesquels on va avoir une augmentation des propriétés d'émission, donc de fluorescence, ou alors de fluorescence. Parce qu'on a ici AIE ou AIP, donc AIE c'est pour Aggregation Induced Emission, et pour l'AIP c'est la même chose mais pour la fluorescence. Donc les applications de ce type de structure, j'en ai mis quelques-unes, donc ça va être la réalisation de matériaux chiro-optiques, la réalisation également de photodétecteurs, des capteurs optiques, donc là on voit sur l'exemple juste au-dessus, dans lequel on peut avoir une détection ici du magnésium, donc qui va changer les propriétés optiques, et puis également, compte tenu des propriétés d'absorption ou d'émission, dans le cadre de la bioimagerie. On a également des activités qui sont tournées sur des systèmes photochromiques ou les électrochromiques. Donc, ces systèmes photochromiques ou électrochromiques permettent de modifier la couleur d'un matériau, donc sous l'impulsion d'une tension, donc dans le cadre d'un matériau électrochromique.
Et donc ça, c'est des applications également au quotidien. Donc si je mentionne un système électrochromique classique, ça peut être les rétroviseurs dans les voitures, dans nos voitures, sur lesquelles eh bien, on vient changer la couleur du rétroviseur, donc ce qui va changer l'indice de réfraction. C'est un type d'application. Donc là, vous avez un exemple aussi sur ce transparent de systèmes qui sont développés, donc avec un changement de couleur, qu'on peut obtenir après application d'une tension, qui peut être du bleu, du vert ou du rouge. Donc on a ici les trois couleurs primaires grâce à ce dispositif. On a également des structures organiques qui peuvent être utilisées pour la réalisation notamment de cellules photovoltaïques. Donc là, ce sont des dérivés de curcumoïdes ou d'hydroxychalcone sur lesquels on vient modifier l'architecture moléculaire et les étudier pour des applications photovoltaïques organiques. Donc là, les applications, ça va être des matériaux photochromiques, l'hétérochromisme au sens large, la réalisation aussi de lasers organiques, également de la bioimagerie, des dispositifs de diodes électroluminescentes organiques ou du photovoltaïque, encore une fois, organique. Ça, c'est pour un aspect, je dirais, plus organique, mais on s'intéresse aussi à des systèmes inorganiques, donc avec la synthèse de nanoparticules inorganiques, avec des croissances de type isotropique ou anisotropique. Donc, ces deux types de croissance vont permettre de contrôler à la fois la taille et la forme des structures inorganiques élaborées. Donc, vous avez ici un certain nombre de structures qui peuvent être obtenues donc sous forme de cubes, nanocubes, sous la forme de structures isoédriques, de cages également, de bâtonnets, de forme triangulaire. Donc ça, on arrive à le contrôler en contrôlant un certain nombre de paramètres, notamment en solution, qui vont permettre d'obtenir ces formes et tailles de ces structures inorganiques. Ensuite, le dépôt de ces structures peut se faire par des méthodes classiques de type spin coating, du deep coating également. On utilise également de l'impression et puis du Dr. Plate parmi les méthodes les plus classiques. Ces nanoparticules inorganiques peuvent être utilisées telles quelles, mais peuvent être également décorées avec des molécules organiques et notamment des structures pi-conjuguées, donc pour former des hybrides organiques et inorganiques qui peuvent avoir un intérêt pour des phénomènes plasmoniques ou pour améliorer les propriétés d'absorption dans le cadre des applications photovoltaïques, mais également au niveau capteur, et on peut les utiliser également directement comme matériaux d'électrode. Donc, à l'opposé des nanoparticules inorganiques, on a également la possibilité, et on développe des nanoparticules organiques, donc soit sous forme de dendrimères. Donc, vous avez sur cette diapositive au centre donc une structure qui permet de réaliser des dendrimersomes, donc qui simplement est un auto-assemblage de la structure qui est au centre, ici, et qui va permettre, soit en fonction des conditions, de former des nanomicelles, donc qui vont permettre d'encapsuler des drogues et d'acheminer ces drogues vers leur lieu de libération ultime. Alors bien sûr, la possibilité de venir polyfonctionnaliser ici à la périphérie va permettre de générer des systèmes pour la théranostiques, puisqu'on va pouvoir mettre des systèmes de signalisation, de localisation, et puis des systèmes de visualisation. Donc on pourra suivre en direct les structures dans le corps lorsqu'elles sont injectées. Et puis également l'élaboration de structures de type amphiphilique ici, donc
qui, en solution, s'auto-organisent sous la forme de nanoparticules. Et vous voyez qu'elles ont l'avantage d'avoir des propriétés ici fluorescentes, ce qui permet de les suivre par de la microscopie confocale. Et là, c'était dans le cadre de structures à propriétés antibactériennes. On réalise également un certain nombre de matériaux nanocomposites donc, sur lesquels on va combiner donc, les structures inorganiques préalablement synthétisées que je vous ai montré tout à l'heure, avec leur forme, leur taille et leurs propriétés intrinsèques. Donc, ce soit des nanoparticules métalliques ou des oxydes métalliques, qu'on va combiner avec ou non des ligands ou des structures pi conjuguées et des structures polymériques. Donc, à partir de ces matériaux nanocomposites, on va pouvoir contrôler un ensemble de propriétés, notamment des propriétés optoélectroniques à l'échelle nanométrique, qui sont intéressantes, notamment pour la réalisation de cellules solaires organiques, et qu'on va pouvoir utiliser également pour faire des cellules solaires organiques imprimées, avec également l'élaboration de systèmes donc capteurs à partir de ces matériaux nanocomposites, et la variation des propriétés optiques pouvant être mis à profit pour des propriétés de camouflage. Enfin, sur le dernier exemple que je montrerai ici, on peut réaliser également des monocouches en solution. Donc, on va modifier la surface de matériaux, donc matériaux plans ou pas, à partir de structures pi conjuguées ou non, donc ce qui va permettre de les déposer sur un ensemble de substrats, que ce soit des substrats conducteurs ou non conducteurs, l'intérêt étant à la fin de modifier la propriété de surface du matériau initial. Alors, on peut le faire pour des applications optoélectroniques, donc pour la réalisation de IK, de la réalisation de nanodiélectriques, puisque ce sont des monocouches moléculaires, donc ce sont des couches extrêmement fines, donc de quelques nanomètres pour les plus petites, et qui peuvent avoir un intérêt donc en électronique moléculaire, mais également pour de l'optique non linéaire, pour la réalisation de capteurs, notamment dans les transistors, et qui peuvent aussi être intéressants pour être utilisés comme couche d'injection de charge dans les dispositifs. Et on peut réaliser également des systèmes donc électrochromes ou également avoir des systèmes électroluminescents. À côté de ces applications plus optoélectroniques, il y a également un intérêt dans le développement de structures ou de surfaces ayant des applications vers le domaine médical. Notamment là, c'est un exemple sur lequel on vient recouvrir des surfaces avec des entités qui sont électroactivables et qui permettent ici d'éradiquer du staphylocoque doré, et qui sont également biocompatibles lorsqu'on regarde ici ces deux graphes. Donc, il y a un ensemble, vous voyez, au niveau des départements donc, sur lesquels on vient concevoir, synthétiser des nouvelles structures, et on va vers la réalisation du dispositif. Et pour passer au stade dispositif, voire application ou au transfert technologique, bien, on a le support fort également de la SAT qui viennent financer un certain nombre de projets. Et je vais vous montrer simplement deux exemples qui seront, je pense, repris peut-être par Marie Feuerstein après. Donc, c'est un projet de maturation donc, grâce à la SAT. C'était le projet Gate d'électrique et qui était ici destiné à la réalisation d'un capteur pour la détection de chlore. Au laboratoire, on avait mis et on a mis au point donc des diélectriques organiques à partir de phospholipides sur lesquels on peut fonctionnaliser avec des caractères spécifiques. Et il s'est avéré que modification de ces surfaces par
ces lipides fonctionnalisés, hein, avec des chélateurs spécifiques, hein, ont permis d'atteindre des limites de détection extrêmement faibles, puisqu'on atteint des limites de détection, hein, de l'ordre de la femtomole. Et puis, hein, également, ce qu'on a pu remarquer, c'est que la stratégie qui a été développée, hein, au CINAM, hein, permet, hein, d'augmenter, hein, la résistance ou la stabilité mécanique et électrique, hein, de ces monocouches, et qui sont, hein, supérieures, hein, par rapport à une couche d'oxyde de silicium qui peut être utilisée comme diélectrique, hein, de même épaisseur. L'avantage aussi, hein, c'est qu'on a à disposition ici d'un diélectrique, hein, qui peut être, hein, fonctionnalisé à volonté, à souhait, avec n'importe quel chélateur en fonction, hein, de ce qu'on veut détecter. Et on a pu ainsi, hein, développer, hein, tout un tas de capteurs spécifiques, hein, pour des analytes. Et puis, le deuxième exemple sur lesquels on a eu un soutien de la SAT, hein, donc c'est le projet sur la surface biocide, hein, donc sur lequel il y avait eu le prix My Innovation Is en 2017, hein, et qui consiste à développer des revêtements donc antibactériens, donc, et qui se distinguent par rapport aux revêtements actuels, hein, par le fait qu'ils ont un caractère dynamique par rapport aux revêtements actuels qui sont statiques, et ce caractère dynamique, hein, ayant une plus-value pour limiter, hein, l'infection par les bactéries, hein, d'implants, par exemple, hein, ou de surface. Et donc, ces revêtements ayant aussi une activité large spectre, puisqu'on a pu montrer, hein, pour certains d'entre eux, une activité à la fois sur des bactéries, hein, de type staphylocoque doré, 1 g plus, hein, mais également aussi, hein, sur des bactéries, hein, de type gramme moins. Et donc, hein, on a pu aller, grâce au soutien de la SAT, hein, à démontrer, hein, l'efficacité de ces revêtements sur ce type, hein, de bactéries. Et c'était réalisé dans le cadre, hein, pour des applications sur les implants, hein, dentaires. Bon, voilà ce que je pense que j'ai fini. Donc, j'ai donné ici une vue assez générale et globale de ce que fait IMMF. Alors, je ne peux pas tout décrire parce qu'il y a beaucoup de choses, donc j'ai essayé de montrer de façon assez large les différentes potentialités qu'a le département IMMF, mais également le laboratoire CINAM, hein, puisqu'on dispose, hein, d'un arsenal, hein, d'équipements qui peut être mis à profit, hein, et intéressant également pour des collaborations, hein, avec des industriels. Merci Jean-Manuel. Donc, bon, il y a des questions. Ce que je propose pour respecter le timing, c'est de passer tout de suite à la présentation de Marie Feuerstein sur la SAT Sud-Est. Et ensuite, nous consacrerons 10 minutes, un quart d'heure pour répondre à vos questions. Voilà, aux questions qui ont été posées sur le chat en fin de webinaire. Je vous remercie et je passe la parole à Marie pour la présentation de la SAT. Oui, bonjour. Excusez-moi, je prends la main normalement. Je partage mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Marie. Ok, parfait. Donc, je vais rapidement, hein, vous présenter quels sont les systèmes d'accompagnement de la SAT Sud-Est auprès des laboratoires de recherche, donc de la région Sud, et spécifiquement un ou deux petits exemples, mais je crois que Jean-Manuel vous a bien présenté toute la science et toute la richesse du laboratoire. Donc, je vais surtout vous présenter, nous, ce qu'on essaye d'apporter et donc ce qu'on essaye de faire dans l'accompagnement des projets. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à passer à la slide d'après.
Donc, en fait, bon, le transfert de technologie, transférer des actifs de brevets vers le milieu industriel, ça peut être une démarche qui prend du temps, qui a besoin d'un investissement assez important, notamment pour protéger par la propriété intellectuelle, et qui demande donc un engagement assez important pour créer une équipe projet avec les inventeurs, avec les chercheurs qui sont à l'origine de l'invention. En fait, il faut financer, bien sûr, il faut aussi trouver, puisque nous ne travaillons qu'avec des résultats propres aux établissements de recherche, donc pas des résultats obtenus en collaboration déjà avec un partenaire industriel, mais justement des résultats uniquement financés par des fonds publics et obtenus par les établissements publics de recherche. Donc, il faut qu'on aille chercher aussi à quel besoin va correspondre la technologie, évidemment en travaillant avec les chercheurs et en faisant également, en s'appuyant sur des études de marché. Du coup, il faut mettre ces deux mondes en adéquation, alors qu'au départ, l'invention va sortir uniquement du laboratoire. Et donc, nous, notre rôle, c'est de passer ce gap, d'établir cette passerelle sur vraiment du transfert de brevets, c'est-à-dire qu'on va approcher les industriels, pas pour leur proposer du coup des collaborations comme il peut y avoir dans les laboratoires, on est en parallèle pour faire du transfert de licences, de brevets. On a protégé des résultats des laboratoires et on va chercher des industriels pour exploiter ces brevets. On accompagne également les chercheurs qui souhaiteraient du coup partir dans l'aventure de la création d'entreprises. Et dans ce cas-là, la licence est donnée à la start-up ainsi créée et là, on va les aider un petit peu différemment. Donc, pour sécuriser ce parcours de transfert de technologie, on a différentes étapes. D'abord, la protection des résultats, donc avec la propriété intellectuelle. Pour tout ce qui est invention vraiment technique, on va partir sur des protections par brevet. Et sinon, sur toute la partie plutôt code informatique, on peut partir sur des dépôts APP ou du transfert de savoir-faire. Ensuite, il faut du coup faire certaines études de marché ou technologiques pour voir comment on peut identifier un besoin industriel et comment on peut y répondre. Et c'est là qu'on a des financements qu'on appelle de maturation qui vont permettre donc d'amener la technologie jusqu'aux besoins industriels qu'on a identifiés. Et donc, on peut financer des programmes de maturation qui se déroulent au sein des laboratoires pour répondre à un besoin industriel et ensuite pour pouvoir justement valider certains verrous technologiques, lever certains verrous technologiques afin de pouvoir du coup valider l'intérêt de la technologie sur le marché. Et ensuite, on doit faire tout un accompagnement juridique par tout ce qui est transfert de licence et d'exploitation, domaine d'exploitation, exclusivité et accord de consortium. Voilà, tout l'accompagnement juridique qui permet, qui va être finalement fait à chaque fois par projet, spécifiquement mis en place pour accompagner le projet. Donc, en fait, quand on travaille, nous, sur un projet issu d'un laboratoire, on travaille en équipe. Il y a donc un ingénieur brevet qui va nous aider sur toute la partie propriété intellectuelle et on travaille avec des cabinets qui, eux, vont prendre en charge la rédaction de la demande, mais on va accompagner pour bien cibler l'invention et bien cibler également comment la protéger au mieux. Ensuite, on a les programmes de maturation. Donc là, c'est le chargé de transfert de technologie. Donc, par exemple, en chimie, c'est moi, mais on est une petite dizaine de chargés de transfert de technologie à la SAD Sud-Est dans les différents domaines. Donc, on va accompagner tout le projet de maturation et également, on va travailler avec un chargé de marketing opérationnel qui nous aide sur tout ce qui est la prospection industrielle.
Et depuis le début du projet, on travaille également avec un juriste. Au démarrage, il va vérifier que contractuellement tout est OK. Il n'y a pas de, c'est pas issu d'un contrat de collaboration, d'un ANR, de quelque chose qui fait que ce sont bien des résultats propres au laboratoire. Et ensuite, il va accompagner avec tout ce qui est contrat de licence. Et donc le chargé de transfert suit le projet du début jusqu'à la fin, en travaillant également avec le partenaire industriel pour développer la technologie dans le bon axe. Ensuite, quand effectivement on arrive à transférer et on développe donc soit par la création de start-up, soit par le transfert de licence une technologie, il y a des retombées. Ça peut permettre donc la croissance de l'entreprise par l'innovation, la croissance du laboratoire, même si c'est hors publication et que ça va demander aux chercheurs de travailler sur un projet de maturation qui va être plus appliqué peut-être, mais d'expérience, le challenge intellectuel est suffisant pour les chercheurs pour aussi les intéresser en dehors de ce qui va être peut-être purement de la recherche et développement, et donc permettre aussi une croissance de l'équipe sur les projets de maturation. On embauche des CDD, parfois après ils peuvent rester au laboratoire ou partir dans l'entreprise. Voilà, essayer aussi de créer un petit peu une dynamique économique dans les laboratoires et dans les entreprises. Pour revenir rapidement donc sur les 3 temps du transfert de technologie, le premier temps, c'est de sécuriser l'invention. Donc les chercheurs doivent nous rédiger ce qu'on appelle une déclaration d'invention et nous la transmettre, ce qui est validé par les établissements donc copropriétaires des titres des résultats, et qui nous mandatent donc pour travailler sur la protection et le transfert. Aujourd'hui, donc on sait qu'on peut publier des résultats qui sont brevetés, mais qu'il faut respecter un ordre chronologique qui permet de déposer les protégés avant de publier et de rester vigilant qu'il y ait un échange permanent entre les chercheurs et la partie ingénieur brevet qui va protéger les brevets pour savoir s'il y a une divulgation, si elle est gênante, si elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'il faut garder un petit peu secret, sachant que dans tous les cas, l'idée c'est de protéger d'abord et ensuite de pouvoir publier, partager ces résultats, puisque c'est très important pour la communauté scientifique également. Donc ensuite, il faut développer la technologie sur le bon marché pour en faire une invention et prouver que ça marche. Ça, c'est les programmes de maturation. Donc on finance un certain nombre de programmes de maturation chaque année dans les différents domaines. Ces programmes peuvent être faits soit directement avec un partenaire industriel qui du coup réserve l'exclusivité de la technologie en prenant une option de licence et en devenant partenaire du projet de maturation, soit parfois on fait des maturations sans partenaire, puisque on sait que pour intéresser les différents partenaires, il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans le développement de la technologie. Ensuite, donc on passe à la partie exploitation, qui est du coup la finalité du transfert, c'est-à-dire de donner une licence d'exploitation à une entreprise ou par la création même d'une entreprise à partir d'un projet porté par des chercheurs d'une unité. Donc là, on a ici un résumé du processus de transfert des innovations, qui va partir soit des résultats du laboratoire, soit parfois d'un retour du marché, d'un retour des industriels, d'un besoin identifié. On va aller voir dans le laboratoire, dans les différents laboratoires avec lesquels on travaille, s'il n'y aurait pas des réponses, des choses qui n'ont peut-être pas été protégées, mais qui existent déjà, donc qui seraient en dehors d'une collaboration. Et ensuite, donc il y a toute la partie déclaration d'invention, une partie sélection parce qu'on va pas forcément investir sur toutes les inventions. On va faire donc sur la partie étude de brevetabilité, étude de marché, voir si il y a un intérêt d'investir. On est vraiment nous corrélés au marché, c'est-à-dire que on est
pas forcément, ça va pas être, l'investissement va pas forcément être corrélé à la science, quelque chose de scientifiquement très innovant, mais pour lequel il n'y a pas de marché, on va pas pouvoir investir. Donc c'est vraiment par rapport au marché qu'on va gérer l'investissement et le risque donc, qui va être pris sur cet investissement en propriété intellectuelle. Ensuite, on a les maturations et le transfert. Voilà, ça reprend ce que je vous ai expliqué avant. Les maturations partenariales un petit peu plus en détail, c'est en fait le financement par la SAT d'un programme technique avec des objectifs que l'on définit ensemble avec le laboratoire et l'industriel. Et ça permet du coup de développer la technologie vraiment dans le bon axe et de minimiser le risque pour l'industriel. C'est-à-dire que si ce programme est un succès, si on lève les verrous technologiques, dans ce cas-là, l'industriel pourra prendre la licence et on aura négocié en amont les conditions de remboursement, sachant qu'on peut faire 30% de réduction au titre du crédit d'impôt recherche. Et en cas d'échec, c'est la SAT qui prend le risque de ce développement technologique. Dans le cadre de création d'entreprises, on va accompagner les porteurs d'entreprises donc dans ce domaine-là, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors là, l'accompagnement est un petit peu plus différent. On va les aider, on va les accompagner. Peut-être on peut faire des prestations extérieures pour valider les business plans, les business models, être sûr qu'ils ont qu'ils savent quelle cible de marché, où est leur avantage concurrentiel. Voilà, tout ça, on les aide là-dessus. On les aide bien sûr également sur la propriété intellectuelle. Et ensuite, on peut, une fois la start-up créée, on signe une licence exclusive avec eux. Et en parallèle, on peut faire une maturation avec la start-up, c'est-à-dire pouvoir du coup développer financer leurs premières années de R&D avant la mise sur le marché. Alors évidemment avec des droits d'accès à l'innovation qui sont facilités, des remboursements échelonnés dans le temps de l'investissement de la SAT, avec au maximum les jeux financiers du crédit impôt recherche et de l'amortissement pour pouvoir justement déduire au maximum le budget, parce que tout investissement de la SAT en cas de succès doit être remboursé, mais en jouant sur les différents leviers financiers, on arrive quand même à réduire le risque de cet investissement et à ne pas non plus venir gêner la start-up qui, dans les premières années, n'aura pas beaucoup de rentrées financières. Donc ça, c'est les différents modèles. La SAT Sud-Est est créée depuis 2012, donc on a pu accumuler un certain nombre de résultats qui sont présentés ici, presque 200 projets maturés. D'ailleurs, on a dû dépasser ça parce que les diapositives datent un petit peu, mais elles sont mises à jour régulièrement. 900 déclarations d'invention traitées, quand même plus de 100 licences fermes qui ont été signées, et des options également de licence aux startups, 75, voilà, des emplois créés, un investissement en maturation. On a des objectifs, nous, qui nous sont fixés, donc on s'engage à investir, on s'engage à faire un certain chiffre d'affaires, à signer un certain nombre de licences et à déposer un certain nombre de brevets pour avoir une dynamique de transfert importante. Donc, je vais revenir rapidement, mais pas trop dans le détail, puisque Jean-Manuel a présenté, il était co-inventeur sur ce projet de maturation, donc Gate Electric Layer, des capteurs innovants pour la détection d'ions. Donc ça, c'est un projet qu'on a maturé et qui n'est pas aujourd'hui encore licencié. On a encore besoin d'identifier vraiment sur quelle application spécifique de détection l'invention pourrait avoir un avantage par rapport à l'existant. Il y a des travaux encore portés par le laboratoire collaboratif. Donc, mais pour exemple, voilà, on a dans ce projet, nous avons déposé une demande de brevet européen. Nous avons donc fait toute l'étude de brevetabilité qui a permis du coup de lever le risque de la nouveauté de l'activité inventive en amont du dépôt. Le brevet aujourd'hui est publié, hein, donc on a ici la revendication principale de ce brevet, de cette demande.
Et donc, on avait fait une maturation technologique qui était quand même sans partenaire industriel, mais ciblée sur un besoin industriel dans le domaine de la détection d'anions en solution et notamment de chlore. Et pour cela, du coup, pour ce produit, il fallait développer une sonde spécifique. Et les résultats voilà, n'ont pas aujourd'hui permis d'aller plus loin dans le transfert, mais c'est toujours un projet qui recherche un besoin pour être valorisé. Un autre exemple qui est un projet de création d'entreprise Optipus à partir de chercheurs qui est en cours, hein, il n'est pas encore tout à fait terminé. On a passé, nous, toutes nos étapes de comité d'investissement pour valider un investissement pour la start-up et pour les accompagner. Donc, on les a accompagnés sur la partie propriété intellectuelle, sur la partie analyse du business plan, modèle économique. On a également pris en charge une prestation, parce qu'on a ça, c'est des budgets de prématuration en amont de la maturation, pour les aider à définir une stratégie de propriété intellectuelle en fonction de la roadmap R&D et des nœuds technologiques sur lesquels la start-up allait travailler, pour qu'ils ne partent pas à l'aveugle, qu'ils connaissent un petit peu tout l'activité brevet existante autour de ces différentes technologies qu'ils souhaitent développer pour pouvoir identifier sur quelles technologies ils vont devoir renforcer la propriété intellectuelle et peut-être même élaborer une stratégie de propriété intellectuelle bloquante, puisque le domaine là c'est le photovoltaïque et c'est très très compétitif. Voilà, pour qu'ils gardent le lead technologique sur les produits qu'ils souhaitent développer pour pouvoir d'ici 2 ans avoir peut-être un premier produit à la vente. Et on va du coup également financer un premier programme de maturation sur 2 ans pour faire leurs premiers travaux de R&D. Voilà, avec effectivement une licence exclusive donnée à la start-up pour pouvoir travailler sur ce projet. On a également d'autres projets, ça c'est l'équipe de la start-up. On a également d'autres projets en cours au CINAM que je ne vais pas détailler ici. On a un projet de capture de CO2 avec Jean-Manuel Raimondo, justement, pour lequel on a une demande de brevet, mais on n'a pas financé de projet de maturation. Le projet biocide dont Jean-Manuel a parlé également, un projet green etching de revêtement de surface sur lequel nous avions effectué une maturation technologique et un brevet en cours NanoSteam pour des nano-surfaces qui est également en cours de maturation aujourd'hui, donc en lien avec le CINAM. Ça, c'est globalement sur tout le CINAM. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Marie. Maintenant, on va passer à une séance. Il est midi 5, on a environ un quart d'heure pour passer à une séance de questions et de réponses. Donc, vous avez des questions qui ont été posées. Donc, je vais les prendre dans l'ordre d'arrivée, c'est plus simple. Vous pourrez également poser d'autres questions, soit en levant la main, soit par le chat. Voilà, on a un quart d'heure environ pour répondre à ces questions. Donc, la première, c'est pour Jean-Manuel Raimondo. Donc, Jean-Manuel, quelles sont les relations, les collaborations éventuelles de l'IMF avec l'École centrale de Marseille? Est-ce qu'il y a des liens? Alors, il existe des liens, c'est clair qu'ils ne sont pas encore, je pense, suffisamment forts. Il y a une équipe inter-laboratoire qui est faite aussi hein, sur des structures hein, macrocycliques hein, entre les laboratoires ICR, ISM2 et le CINAM, et dans lesquels hein, il y a comment il s'appelle, Monsieur Martinez, hein, qui est à l'école centrale sur ces aspects hein, de molécules hein, cycliques. D'accord, merci. Une autre question donc pour toi, Jean-Manuel, sur le développement. Alors pour le développement de nouveaux capteurs ou biocapteurs électroniques, est-ce que vous êtes ou vous étiez en contact avec des partenaires pour le développement des designs électroniques? Et si oui, si ce n'est pas confidentiel, lesquels? Non, parce que le design était fait par ma collègue Anne Charrier, hein, qui est physicienne, hein,
et donc c'est elle qui avait la partie, ou en charge de la partie, je dirais, plus un transistor électronique. Nous, sur la partie chimie, on avait à développer toute la partie de dépôt, de greffage et de stabilisation de cette couche qui a conduit donc au résultat, donc au brevet qui a été déposé et qui a fait suite aussi à la maturation avec la SAT. Malheureusement, pour l'instant, c'est vrai que on aimerait bien que ça avance un peu plus, puisque les résultats sur ces transistors sont intéressants, reproductibles, puisqu'on a déjà testé un ensemble d'analytes, donc à la fois sur le chlore, mais sur d'autres analytes. On a eu un projet avec le Japon, international, sur ce même type de capteur pour la détection de césium. Et donc, on a atteint des détections du césium qui sont en dessous de la femtomol, et ceci même dans des conditions où on va utiliser de l'eau de mer. On peut avoir donc du potassium, du sodium qui peuvent être compétitifs. Et je sais que les collègues japonais étaient en discussion à un moment donné pour déposer un brevet là-dessus. D'accord. Donc là, on voit l'avantage d'un centre interdisciplinaire comme le CINAM pour travailler sur différents aspects du développement de l'invention. Donc, une troisième question qui est, alors, je dirais pour Jean-Manuel et pour Marie, et qui concerne l'invention que vous avez présentée, qui a gagné My Innovation Is sur les polymères biocides. Où en est cette invention donc, sur les surfaces biocides? Est-ce qu'elle est mise sur le marché ou pas encore? Voilà, où en est le stade de développement de cette invention? Alors, sur le marché, non, puisque on est toujours en phase de développement. Ceci étant, donc on a eu une maturation qui avait été faite avec la SAT. Donc, c'était en partenariat avec le laboratoire MCT de Jean-Michel Bolla, et puis le laboratoire, donc à l'Institut du Mouvement, donc à la faculté d'odontologie d'Imadabou, donc pour montrer la potentialité de ces nouveaux revêtements, notamment sur du titane, puisque le titane étant utilisé pour les implants dentaires. Et donc, on a pu montrer au cours de cette maturation que c'était possible, que le revêtement était biocompatible, et on avait pu donc éradiquer donc à la fois des souches Gram positives et des souches Gram négatives. Alors depuis, la maturation s'étant arrêtée, on continue à développer le projet, puisque maintenant on est passé sur notre phase de communication de la surface via un smartphone. Donc on a pu maintenant connecter cette surface innovante et active avec un smartphone, et sur lesquels on est en train d'initier, de contrôler cette surface à travers le smartphone. Donc avec l'introduction de deux autres capteurs, donc des capteurs de température et de pH, qui sont deux variables qui traduisent une infection bactérienne. Et donc la lecture sur le smartphone d'une augmentation de température associée à une diminution de pH, eh bien, conduit à une activation, à une alarme sur le smartphone qui va permettre, qui permet donc une activation donc par RFID ou Bluetooth. Donc on a travaillé au départ sur le Bluetooth, mais ça peut être le RFID de la surface, de telle façon à éradiquer. Donc là, c'est actuellement là où on en est au jour d'aujourd'hui. Donc pour l'instant, pas de produits sur le marché, mais on continue à travailler dessus, à développer. L'intérêt aussi, ce sont des surfaces qui sont relativement simples. Les structures moléculaires qui sont utilisées sont simples et pas compliquées. Donc, est-ce que à chaque fois qu'on veut innover aussi, et qu'on veut développer un produit qui va être mis ou potentiellement mis sur le marché, il faut penser aussi au coût de fabrication, et pas à la fois de la molécule, mais de l'ensemble du dispositif. Donc, on peut imaginer, par exemple, pour cette invention, des applications sur des surfaces dans le milieu hospitalier, par exemple, où il y a de plus en plus besoin de contrôler le... Actuellement, on travaille sur un pansement, donc qui
qui pourrait être un premier produit, hein, donc, ou un premier prototype. D'accord. Alors, la question suivante est en lien avec celle-là. C'est vrai que c'est intéressant de savoir qui contrôle et à quelle étape qu'une innovation ne va pas tomber dans le cadre d'une réglementation. Donc, comment anticiper? Alors, je dis qu'elle est en lien avec la précédente parce que la réglementation biocide peut impacter la mention précédente. Comment, voilà, à quel niveau de l'innovation et qui contrôle ce risque réglementaire législatif et qui pourrait rendre la mention inexploitable? Alors, juste Marie Feuerstein, pour essayer de répondre à cette question, ça dépend un peu des projets. Il y a des projets où la réglementation est très claire et identifiée dès le départ et quelque part, les aspects réglementaires, on essaie de les regarder au moment de l'étude de marché. Quand on commence à chercher des prospects industriels, on regarde pour voir si la technologie répond à un besoin industriel, si elle répond également à certaines normes ou à certaines réglementations. Et quand on interroge les partenaires industriels, au fur et à mesure, en fait, quand c'est un domaine qu'on ne connaît pas forcément, on va apprendre et s'intéresser aux différentes réglementations, législations en fonction des domaines, parce que je ne sais pas, une technologie qui va pouvoir adresser plusieurs domaines, elle ne va pas forcément être confrontée à la même réglementation en fonction des domaines, et ça peut être une des raisons pour lesquelles on va abandonner certains domaines d'application parce que la technologie ne répondrait pas, ou les coûts, les investissements pour répondre à la réglementation seraient trop importants. Ok, donc Marie, juste un point pour dire que vous travaillez également avec nous, avec Novachim, Oui. Et que c'est un des sujets sur nos domaines d'activité, c'est notre filière sur lequel on travaille en partenariat avec la SAT pour ce genre d'expertise, anticiper les risques réglementaires, c'est quelque chose que Novachim fait. Sur ces domaines-là, sur les domaines de la filière, sur toutes les réglementations liées à la filière chimie matériaux, et d'où l'importance aussi de la prospection industrielle, sur laquelle on travaille aussi avec vous, de faire de prospection industrielle assez tôt pour discuter avec les entreprises qui, elles, sont capables très tôt, pour une application donnée, d'anticiper aussi les risques réglementaires. Voilà. Donc, je voulais juste intervenir pour dire que sur ces sujets-là, on était, Oui, on a une convention de partenariat effectivement avec vous et on travaille sur certains projets avec Novachim, sur la partie marché réglementaire, en effet. La question suivante, alors il y a deux questions, mais c'est une seule question. C'est des infos. Quelle est la technologie qui est visée pour la capture du CO2? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations sur ce projet de capture du CO2? Toujours en restant dans les limites de ce qui est confidentiel ou pas confidentiel, mais est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur cette techno? Oui, alors c'est un brevet qui a été principalement développé, la technologie par Jean-Manuel. En collaboration, c'était une collaboration avec le Madirel, il me semble, Philippe Lewilin. Peut-être je présente globalement et Jean-Manuel pourra donner plus de détails scientifiques. C'était vraiment des systèmes moléculaires qui permettaient, donc les résultats, la preuve de concept au niveau laboratoire, c'était une preuve de concept de résultats d'absorption de CO2 et de méthane par des structures moléculaires aromatiques et hétéroaromatiques qui étaient nouvelles et inventives. Donc on a protégé, nous, dans le brevet, la structure et les capacités d'absorption du CO2 et du méthane sur des tests qui avaient été faits donc, au Madirel. Au niveau donc du laboratoire.
Et après, pour cibler une application spécifique qui pourrait correspondre, et on n'a pas aujourd'hui développé, maturé la technologie sur un objectif technologique précis. D'accord. Alors, moi, tu veux rajouter quelque chose, Jean-Manuel? Je peux peut-être rajouter quelque chose sur ce projet-là, puisque j'y suis impliqué également. Donc, effectivement, c'est des structures moléculaires non planes, donc qui conduisent à des matériaux mésoporeux, donc sur lesquels la taille des cavités peut être contrôlée. Il y avait donc des hétéroatomes, hein, qui sont disposés à l'intérieur de ces structures moléculaires qui viennent à interagir avec le dioxyde de carbone, entre autres, hein, mais également, on a vu également un intérêt pour du méthane. Alors, pourquoi on était parti sur ces structures moléculaires, hein, c'est qu'on envisageait, malheureusement, on n'a pas pu continuer pour l'instant sur le projet-là, pour faire de la catalyse in situ. Effectivement, on a pu incorporer également à l'intérieur de ces structures, hein, des métaux qui pourraient servir, hein, à catalyser in situ des réactions, hein, donc d'hydrogénation du dioxyde de carbone pour former donc du méthanol ou de l'acide formique, hein, qui pourraient être, hein, des produits, hein, d'intérêt, hein, pour l'industrie chimique. Donc en fait, ça serait de faire un double jeu, c'est à la fois d'absorber et de traiter in situ, hein, le gaz pour conduire à un produit, hein, valorisable. Alors, moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a possibilité sur ces projets-là d'articuler, c'est une thématique quand même qui est d'intérêt au niveau national pour notre filière, mais aussi au niveau européen. Et il y a des appels à projets sur ça au niveau européen. Est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a moyen pour favoriser la collaboration entreprise-labo d'articuler donc les projets de maturation de la SAT avec, par exemple, des projets européens dans le cadre d'appels à projets européens ou nationaux? Parce que ça, Ah oui, tout à fait, oui, c'est tout à fait possible. On avait échangé déjà avec Novachim sur ce projet. Vous nous aviez identifié aussi certains partenaires qu'on avait contactés également. Mais bien sûr, oui, on peut s'adosser à des projets européens. Et dans la région, il y a pas mal d'activités dans ce domaine. Merci Marie. Il est 12h20, on a le temps, si vous souhaitez, de prendre encore une ou deux questions. On arrive vers la fin de ce webinaire. Vous pouvez lever la main si vous avez des questions comme ça qui viennent. Ce que je voulais dire également, c'est que de toute façon, si vous avez des questions, on va dire à froid après ce webinaire, vous pouvez tout à fait revenir vers nous, hein, vers Jean-Manuel, vers Marie ou vers moi-même pour poser vos questions. Les présentations vous seront transmises et dedans vous avez nos contacts. Donc c'est tout à fait possible de poser les questions a posteriori. Je voulais donc... un dernier, avant de terminer, je vais reprendre la main. Hop. Je voulais juste, mais on en a parlé, voilà, dire que des aides aux projets collaboratifs existent, hein, pour favoriser donc, le montage de projets collaboratifs entre les entreprises et les laboratoires. On a vu toute la richesse des laboratoires. On a vu ce que la SAT était en mesure et pouvait proposer comme soutien à la maturation technologique et au transfert de licence pour valoriser. Donc, pour travailler pour les projets collaboratifs entreprises-laboratoires. Voilà. Mais quel que soit le niveau de développement de la technologie, il existe des aides. On a vu les aides européennes, des aides nationales et puis des opérateurs. Alors, j'ai pas tout, c'est pas exhaustif, mais BPI, la région, l'ADEME notamment, et pas que. Donc voilà, pour cela, pour ces aides, voilà, nous, Novachim, on est capable de vous aider à identifier ces aides. On est aussi capable de vous aider à monter les projets si besoin. Donc je voulais en parler rapidement, même si ce n'est pas l'objet de ce webinaire.
Un dernier mot pour également vous dire que dans le cadre de ce cycle de webinaire, il y aura des prochains rendez-vous donc avec d'autres laboratoires sur le même principe. Le 5 octobre 2021, donc la présentation du laboratoire BBF, Biodiversité et Biotechnologie fongique, donc qui est une unité mixte INRAE, AMU, Expérience à l'Université Polytech Marseille. Et le 30 novembre 2021, le laboratoire M2P2, donc mécanique, modélisation et procédés propres, qui est une unité mixte CNRS, ex-Marseille Université, Centrale Marseille, des laboratoires qui font partie de notre réseau, et avec lequel la SAT Sud-Est travaille également. Voilà. Donc, le webinaire arrive à son terme. Il me reste à vous remercier, donc à remercier les intervenants, Jean-Manuel Raimondo et Marie Feuerstein pour leur présentation, à remercier tous les participants et les participantes voilà, d'avoir suivi ce webinaire et posé les questions. Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt. Je vais juste prendre la parole 2 minutes. Donc, Patricia Ghiraudy, Novachim. Donc, je voulais effectivement associer mes remerciements au tien, Stéphane. Donc, Merci, Patricia. Un grand merci, Jean-Manuel, pour vos présentations et pour les perspectives qu'elles laissent entrevoir. Et merci à chacun d'entre vous d'avoir participé donc, à cette présentation. Voilà. Je vous souhaite aussi à tous une très